Écoute, écoute. Bonjour, je reçois aujourd'hui Agnès Levallois, spécialiste du Proche-Orient et qui est vice-présidente de l'IREMO, qui est l'Institut de recherche sur le Moyen-Orient. Agnès Levallois, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi spécialiste de l'Arabie Saoudite. Alors, comment peut-on lire tous les événements qui se passent en Arabie Saoudite? Il y a à la fois l'action nationale, avec une sorte de purge politique et également sous couvert de lutte contre la corruption, et puis aussi une action internationale qui commence à être interprétée de façon contrastée. Mais tout d'abord, au niveau national, ce jeune prince héritier, qui devrait bientôt être roi, promet des réformes, ouverture des cinémas qu'on a appris aujourd'hui, possibilité pour les femmes de conduire, lutte contre la corruption, et en même temps on sent qu'il y a un tour de vis. Qu'en est-il exactement et qu'est-ce qui se prépare pour la société saoudienne? Alors, il me semble qu'il faut comprendre cette volonté de Mohammed ben Salman de mener des réformes, d'abord pour donner des gages à une partie de la population saoudienne, puisque la majorité de la population saoudienne est jeune, à moins de 30 ans, que les jeunes jusque-là se sentaient quand même mis de côté par rapport à la conduite des affaires du royaume, et que le jeune prince héritier souhaite leur donner un espace qu'ils n'avaient pas auparavant. Pour cela, il se rend bien compte qu'il est obligé de changer les règles en interne, les règles de succession et les règles selon lesquelles cette famille royale gère les affaires de ce royaume depuis sa création. Et donc on voit bien Mohammed ben Salman qui va absolument prendre tous les pouvoirs entre ses mains, vraiment concentrer l'ensemble des pouvoirs, et que dans ce cadre-là, il ne peut pas avoir des personnes qui s'opposent à cette volonté de réforme. Donc il a une vraie volonté de réforme, en accordant, comme vous l'avez dit, une place aux femmes plus importante aussi, puisqu'il a accordé le droit de conduite aux femmes, même si ça ne rentrera en vigueur que l'année prochaine. Il a lancé un grand plan économique de ce qu'on appelle la vision 2030, qui est l'idée que le royaume va avoir de moins en moins de ressources issues du pétrole, donc il faut diversifier l'économie. Donc il s'est lancé dans un grand plan. Alors ce plan qui apparaît comme nouveau n'est pas si nouveau que ça en fait, parce que ce plan avait déjà été élaboré il y a une vingtaine d'années, mais à chaque fois il avait été remisé sur les étagères parce que le prix du pétrole repartant à la hausse, l'impératif des réformes ne se faisait plus sentir. Or aujourd'hui MBS, pardon je vais l'appeler Mohammed ben Salman, MBS, se rend compte que de toute façon, il faut maintenant absolument mener ces réformes. Là encore, pour mener ces réformes, il s'aperçoit qu'il faut qu'il soit seul aux manettes parce que ça va être compliqué d'associer tout le monde, parce que tous les autres princes n'auront pas forcément la même vision que lui de mener ces réformes, parce que ces réformes vont toucher aux intérêts de certains membres de la famille royale. On a bien vu dans la lutte contre la corruption qu'il a lancée en emprisonnant dans son palais le Carlton à Riyad un certain nombre de princes, d'anciens ministres, de ministres en fonction et d'hommes d'affaires, qu'il veut là aussi faire table rase et s'appuyer sur une génération jeune, de jeunes comme lui, qui vont complètement dépendre de lui, et donc qui lui voudront une allégeance totale, et donc de mettre de côté tout ce qui peut représenter une contestation interne à la famille royale. Pour cela, il s'appuie pour l'instant sur son père qui a une vraie légitimité au sein de la famille royale, et donc il a besoin d'aller très vite, et je pense que c'est ça une des explications qu'il faut qu'on donne à ce phénomène, c'est qu'il a besoin d'aller vite. Il a besoin d'aller vite parce que son père est âgé, son père est malade, et que tant que son père est là, je crois qu'il peut mener les réformes. Il n'y aura pas de contestation véritablement possible, parce que son père a encore la capacité à tenir cette famille. Mais comme le prince est jeune, il n'a pas la légitimité, lui, de son père. Il profite de la protection de son père, mais il n'a pas encore la légitimité. Donc, il veut aller le plus vite possible pour engendrer ou pour avoir un certain nombre de résultats, si résultats il y a, mais en tout cas, il veut engranger des résultats pour après pouvoir apparaître comme le roi incontesté, incontestable, lorsque son père va mourir. Donc, on est vraiment dans une course de vitesse et une nécessité pour lui d'aller le plus vite possible. Et en allant vite, il provoque un effet de sidération de la part des princes et des hommes d'affaires, parce que jamais le royaume n'avait été confronté à de telles réformes ou à une telle volonté de réforme, parce que pour l'instant, on ne sait pas si les réformes vont véritablement toutes être appliquées, mais il y a une volonté de réforme. Jusque-là, ce royaume, c'est une espèce d'immobilisme absolument incroyable, rien ne se passait, les décisions pour être prises prenaient des mois, pour ne pas dire des années, et là, tout d'un coup, on a un jeune prince qui veut tout bouleverser et qui, en quelques semaines, essaye de bouleverser les règles du jeu, ce qui fait qu'en face, sidération et, pour l'instant, en tous les cas, pas de réaction. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas à terme. Alors, vous Mais décrivez une société, donc il y a bien sûr le roi et la famille royale, mais aussi la famille qui peut être un frein à ces réformes, et également vous parlez du fait que Mohamed Ben Salman s'appuie sur la jeunesse. Quelle est
il est toujours difficile d'évaluer, lorsqu'on est en France, le poids d'une opinion publique en Arabie Saoudite. Quel est le poids de cette jeunesse dans la détermination des politiques? Est-ce qu'il y a, en Arabie Saoudite comme ailleurs, une société civile qui pèse sur les décisions? Alors, ce qui est très intéressant en Arabie Saoudite, comme il n'y a pas beaucoup de sociétés civiles, ou en tout cas, elle émerge, cette société civile, il y a un indicateur qui est absolument passionnant, ce sont les réseaux sociaux. Parce que l'Arabie Saoudite est un des pays au monde les plus connectés et un des pays au monde où les jeunes sont le plus sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, Mohammed Ben Salman scrute tous les jours les réseaux sociaux pour savoir quelles sont les réactions aux annonces qu'il fait. Et son père même, quand il avait commencé à engager quelques réformes concernant par exemple la remise en question de certains avantages accordés aux fonctionnaires, avec l'introduction, vous savez que maintenant on va payer l'eau, l'électricité, ce qui n'était pas de fait avant dans le royaume, il y a eu une telle bronca sur les réseaux sociaux qu'il y a eu une remise en question de certaines de ces réformes. Donc la famille royale, en tout cas ceux qui dirigent le pays, ont tout à fait compris qu'il fallait regarder ce qui se passait sur les réseaux sociaux pour mesurer l'impact de ces réformes annoncées et à quel point ces réformes pouvaient être acceptées ou rejetées par les jeunes, parce que ce sont quand même essentiellement les jeunes connectés qui sont sur ces réseaux sociaux, et ce qui permet à Mohammed Ben Salman et à ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, de mesurer ce qui est en train de se passer, comment ça réagit. En l'absence de parti politique, finalement, c'est la scène politique qui est là, qui existe et qui permet d'avoir ce pouls de la population. Mais cela veut dire qu'il tient compte de cette population, parce qu'on a quand même l'image d'un pays dirigé par le haut dans lequel l'opinion ne peut pas beaucoup se faire entendre. Donc, comment cette opinion, par les réseaux sociaux, enfin, on voit que comment c'est par les réseaux sociaux, mais de quelle façon pèse-t-elle dans la décision finale du roi? Et est-ce que celui-ci est finalement contraint volontairement ou non, d'écouter une partie de sa population? Alors c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'en Arabie, ce qui se passe, c'est l'inverse des révolutions arabes. C'est-à-dire que là, ça part du haut pour diffuser vers le bas, si je puis dire. Alors dans les révolutions arabes, c'est la mobilisation de la population qui a contraint la tête à mener des réformes. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, Mohammed Ben Salman a tout à fait compris que s'il veut réussir ses réformes, il faut qu'il s'appuie sur quelqu'un. C'est pas sur la famille royale qu'il va pouvoir s'appuyer, parce que celle-ci va avoir quand même une partie de ses avantages rognés par les réformes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en Arabie Saoudite, vous avez une population de 30 millions d'habitants, dont 20 millions de locaux, de nationaux, de saoudiens. Vous avez une famille royale qui compte au minimum 2000 princes, avec une rente pétrolière qui est moins importante aujourd'hui. Donc la redistribution de la richesse pétrolière vis-à-vis des princes et des nationaux est moindre qu'auparavant. Donc ça suscite évidemment du mécontentement, parce que les princes, leur rente annuelle est moins importante qu'elle ne l'a été à une époque. Donc MBS, lorsqu'il mène des réformes, il se rend compte qu'il ne peut plus s'appuyer de la même façon sur la famille royale. Donc il va s'appuyer sur qui? Sur la génération plus jeune qui est à son image, et donc il va s'appuyer sur cette majorité de la population qui est jeune. Et donc il a tout intérêt à écouter ce que dit cette jeune génération qui peut être son soutien, les jeunes et les femmes qui font partie de cela, pour justement montrer non seulement au prince que on est rentré dans une nouvelle époque et donc il faut tenir compte de ce que veulent ces jeunes, et c'est aussi un message adressé à l'étranger, à l'extérieur, parce que comme il veut faire ses réformes économiques, pour cela il a besoin d'investissements importants, il va falloir chercher des investissements. Quand vous êtes un pays au sein duquel les femmes n'ont pas le droit de conduire, les jeunes ne peuvent pas sortir dans des lieux de détente comme le cinéma ou des spectacles, parce qu'on a vu qu'il a autorisé récemment des spectacles qui jusque-là étaient interdits. Donc c'est une image de modernisation de la société qu'il entend aussi donner à l'extérieur pour pouvoir dire aux États-Unis, aux Européens, vous voyez, nous sommes en train de nous moderniser, je suis en train de bousculer le pays, donc venez et accompagnez-moi dans ma volonté de réforme. Et donc il a très bien compris la nécessité d'envoyer quelques signaux, et des signaux faciles à donner. Mais le signal de mettre des gens connus à l'étranger en prison, même si c'est une prison plutôt confortable, puisque c'est un hôtel de luxe, est-ce que en même temps la main de fer ne donne pas un signal contradictoire à ce signal de modernisation? En même temps, en emprisonnant les princes ou des hommes d'affaires, d'abord c'est un moyen de récupérer de l'argent, puisqu'on voit bien que maintenant ils sortent au compte-gouttes en échange d'un deal financier qui une sorte de rançon. De rendre une partie de l'argent qu'ils ont volé, parce que quand même c'est de l'argent qui appartenait au royaume, donc on rend une partie. Et même si effectivement... Et est-ce que là, en
fait, comme souvent est-ce que c'est une vraie lutte contre la corruption ou est-ce que ce sont ceux qui gênent qui sont accusés et que d'autres, pas tellement plus honnêtes, sont épargnés? Évidemment que dans le choix des personnes qui sont emprisonnées, c'est aussi une façon de dire: «Écoutez, je veux gérer les choses, donc ceux qui s'élèveront contre ma volonté d'apporter des réformes, j'utilise ce biais de la lutte contre la corruption pour vous emprisonner ou pour vous demander en tous les cas de vous calmer et de rendre». Mais même si à l'étranger, ça peut paraître, un peu arbitraire, où on ne sait pas très bien quels sont les critères qui ont permis l'arrestation ou autre, le fait de se lancer dans une gestion qui apparaît à l'extérieur comme un peu plus rationnelle Mmh. des finances du royaume, ça ne peut quand même que plaire et ça donne le sentiment que le jeune prince veut essayer de faire en sorte que le climat des affaires, parce que c'est toujours un élément dont on a à tenir en considération lorsqu'on veut faire des investissements, que le climat des affaires va être meilleur. Il y aura plus de règles que simplement des règles qui étaient des règles non écrites, de savoir quel était le bon interlocuteur dans tel domaine pour faire des affaires en fonction des commissions qui étaient données. Donc, même si ça touche certains investisseurs qui ont des relais forts à l'extérieur, ça donne quand même, me semble-t-il, plutôt une image de se dire c'est compliqué de tout remettre à plat dans le royaume, mais il y a une volonté réelle de la part de ce jeune prince d'essayer de remettre les choses à plat. Alors, il ne faut pas se leurrer, tout ça est évidemment à double tranchant, parce que certains princes et le Mohammed Ben Salman lui-même, dont on dit qu'il a acheté un yacht de 500 millions de dollars il y a quelques mois, d'où vient cet argent? Donc, évidemment que tout ça est à mettre en question, mais il y a, me semble-t-il, quand même une volonté de faire bouger les choses avec toutes les limites de cela. Passons au volet extérieur. Là, les succès semblent moins probants. On peut dire qu'il y a 3 grands chantiers qui sont tous ou moins animés par une sorte de peur référentielle de l'Iran, d'obsession même iranienne. Il y a tout d'abord le Yémen. Il semble être plus qu'une impasse où la conduite de l'Arabie saoudite est de plus en plus critiquée pour les effets humanitaires et politiques et surtout en dehors des aspects moraux. Elle ne gagne pas. Le Qatarban qui semble aussi être un échec. Et puis, plus récemment, la démission, non-démission du Premier ministre libanais annoncé à Riyad, ce qui est un peu quand même une grande première de démissionner dans la capitale d'un pays étranger. Est-ce que sur le plan international, Mohammed Ben Salman se heurte à un mur des réalités ou est-ce qu'il a été trop ambitieux par rapport à ses capacités? Moi, j'ai l'impression qu'il a été beaucoup trop ambitieux et à l'origine, le premier dossier important, ça a été le Yémen. Il me semble que Mohammed Ben Salman s'est lancé dans l'opération Yémen aussi pour se légitimer en tant qu'il était ministre de la Défense, il est toujours ministre de la Défense. C'est au moment où il a été nommé ministre par son père, qu'il était quand même inconnu, c'était pas le prince le plus en vue dont on s'attendait à ce qu'il occupe un poste important au sein du régime. Et donc, il s'est lancé dans cette affaire yéménite aussi pour montrer aux Saoudiens qu'il était tout à fait compétent et légitime à occuper cette fonction. Manque de chance, si je puis dire, effectivement, le résultat est absolument contraire et que l'affaire yéménite était vraiment un embourbement, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des conséquences dramatiques, non seulement pour le Yémen, mais aussi pour l'Arabie, parce que ça coûte très cher à un moment où les restrictions budgétaires sont celles que l'on connaît. Et d'ailleurs, on peut aussi se dire que toutes les mesures qu'il prend en interne sont peut-être aussi une façon de faire oublier ses échecs à l'extérieur, ou en tous les cas, des réussites très très limitées à l'extérieur. Donc le Yémen, c'est un échec pour le moment, et on ne voit pas très bien comment l'Arabie saoudite va Quelle s'en semble être sortir. l'issue pour le Yémen. On ne voit pas quelle issue pourrait être possible. Non, pour l'instant, on ne voit pas d'issue. On voit ce qui est frappant dans l'attitude de l'Arabie saoudite vis-à-vis du Yémen, mais comme sur les 2 autres dossiers dont vous avez parlé, le Qatar et le Liban, c'est cette obsession de l'Iran. C'est vraiment le maître mot aujourd'hui en Arabie saoudite, c'est cette obsession de l'Iran et cette incapacité à pouvoir penser la relation avec l'Iran autrement que dans un cadre conflictuel et de très vives tensions. Et c'est Comment plus que expliquer des cette tensions. obsession? Alors certes, l'Iran monte en puissance, mais est-ce que la meilleure réponse apportée à l'Iran est une volonté de confrontation? Non, alors ce que je crois, c'est qu'aussi Mohammed Ben Salman a aussi cette attitude très raide à l'égard de l'Iran, aussi depuis l'arrivée de Trump aux affaires aux États-Unis, parce qu'il a trouvé là un soutien et que je pense que le soutien de Trump l'a renforcé dans sa radicalité, si je puis dire, à l'écart de l'Iran, parce qu'il se sent tellement soutenu qu'il ne voit pas pourquoi il ferait le moindre effort pour essayer de renouer une relation à peu près, je dirais même pas apaisée, mais un semblant de normalité dans la relation. Sur fond, ce qui les rapproche aussi, c'est l'hostilité par rapport à Barack Obama, qui avait signé Absolument. l'accord nucléaire iranien, donc que Trump déteste, que les Saoudiens détestent également. Et on peut rappeler que Trump a fait sa première visite à l'étranger
à Riyad et non pas au Mexique ou au Canada. Et donc, il aurait donné un feu vert à Mohamed Ben Salman pour cette montée des tensions vis-à-vis de l'Iran. Oui, on voit bien que dès le lendemain de la visite de Trump à Riyad, on a vu aussi Mohammed Ben Salman se lancer dans la polémique et dans la tension avec le Qatar. Et donc là, on voit bien effectivement qu'il y a eu un espèce de feu vert qui a été donné ou interprété comme tel, en tous les cas, par Mohammed Ben Salman vis-à-vis de ce qu'il pouvait faire et de la rhétorique à l'égard de l'Iran, avec le sentiment quand même pour les Saoudiens que l'Iran, de toute façon, c'est un grand pays, c'est un pays avec une histoire longue, avec une vraie administration, avec une vraie armée, un pays de 80 millions d'habitants, alors qu'il y en a, comme j'ai dit, 30 en Arabie, dont 20 de nationaux, avec une vraie armée, ce qui n'est pas le cas de l'Arabie Saoudite. Autant l'Arabie Saoudite a acheté pour des centaines de milliards de dollars d'armement, mais elle n'a pas d'hommes, alors que l'Iran n'a pas de matériel, mais elle a une vraie armée. Et donc il y a vraiment un sentiment d'infériorité, si je puis dire, de la part de l'Arabie Saoudite dans le domaine militaire, même s'ils ont un armement bien plus conséquent que l'Iran. Mais je crois que là, ça les met en une espèce de situation de faiblesse qui fait que du coup, ils multiplient les fronts. Et l'histoire du Qatar est absolument, de ce point de vue-là, significative de cette incapacité de l'Arabie Saoudite à pouvoir gérer sa relation avec l'Iran à travers cette affaire. Alors maintenant, ce que l'on voit aussi, c'est que les Émirats arabes unis ont aussi été à la manœuvre dans l'affaire du Qatar, puisqu'il y a vraiment une opposition très forte entre les Émirats arabes unis et le Qatar, et que d'une certaine manière, l'Arabie Saoudite s'est laissée un peu entraîner, me semble-t-il, dans cette opération contre le Qatar. Donc ça, c'était le deuxième volet. Et le troisième volet, c'est le Liban, où la gestion par l'Arabie Saoudite de l'affaire libanaise a été piteuse et pitoyable, puisqu'on savait très bien jusque-là que l'Arabie Saoudite jouait un rôle déterminant au Liban, mais de façon plus discrète. Là, le fait d'avoir convoqué comme ça Saad Hariri à Riyad et l'obliger à annoncer sa démission, finalement, ça a été quand même un camouflet pour Mohammed Ben Salman, puisqu'on a vu l'intervention de la France pour le sortir. Rien n'est réglé au Liban pour autant, bien évidemment, mais ça ne permet pas à l'Arabie aujourd'hui de dire qu'elle tient la situation en main, loin de là. On a un peu le sentiment que Mohamed Ben Salman va vite au niveau intérieur pour profiter d'un moment et de faire des réformes rapidement, mais que cette rapidité au niveau international le dessert puisqu'il prend des décisions précipitées et qui, dans l'intérêt même de l'Arabie Saoudite, sont contre-productives. L'exemple du Liban, où effectivement, ça s'est retourné. Pour le Qatar Ban, on ne voit pas trop ce qu'a gagné l'Arabie Saoudite dans l'affaire. Et en effectivité, le Qatar continue finalement à agir comme il bon lui semble. Oui, et d'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, le Qatar s'en sort beaucoup mieux finalement que l'Arabie Saoudite dans cette affaire, alors que le Qatar est tout petit, a beaucoup moins pourrait paraître beaucoup plus fragile que l'Arabie Saoudite. En tous les cas, en termes de gestion, de communication de cette crise, il me semble en tous les cas que le Qatar s'en sort beaucoup mieux que l'Arabie Saoudite, puisqu'il apparaît comme justement le petit pays qui est menacé par deux grands, à savoir l'Arabie Saoudite et les Émirats. Donc, de ce point de vue-là, là, pareil, quelle va être l'issue de cette crise? Il y a déjà eu des crises entre le Qatar et l'Arabie Saoudite et les Émirats qui avaient été réglées en quelques mois. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que chacun campe sur ses positions, de façon, enfin, surtout l'Arabie Saoudite et les Émirats, et qu'ils s'empêchent finalement de trouver aussi une issue qui permettrait de sauver la face. Donc, autant en interne, il me semble que la volonté de Mohammed Ben Salman engendre, enfin, a des éléments positifs dans cette volonté de faire bouger les choses, de vouloir faire bouger cette société. Et peut-être que justement cette société était tellement sclérosée ou apparaissait tellement sclérosée qu'il fallait donner vraiment un coup de pied dans la fourmilière et essayer de faire vraiment de faire bouger les choses. Donc autant ça, on peut le comprendre, l'analyser. Autant sur la scène régionale, on s'aperçoit que c'est quand même vraiment un échec, me semble-t-il, pour l'instant, de l'Arabie, et un échec finalement qui est aussi très entretenu, si je puis dire, par les États-Unis. Et c'est ça qui est frappant, c'est de voir comment cette relation s'est nouée entre Mohammed Ben Salman et les États-Unis, où finalement les États-Unis, en donnant cette espèce de feu vert ou que Mohammed Ben Salman a compris comme tel, il s'est aussi enfermé dans une situation de laquelle il a beaucoup de mal à se sortir. On avait beaucoup parlé à un moment que l'Arabie Saoudite se rapprochait par exemple d'Israël. Et tout ça avec évidemment la bénédiction des Américains. Et on voit bien qu'avec la crise de Jérusalem, mais qui a été provoquée par l'allié américain, du coup les Saoudiens se retrouvent dans une position extrêmement difficile pour la intenable gérer. pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas être le pays leader du monde musulman au sens religieux du terme et ne pas réagir. Donc effectivement, est-ce que Trump n'est pas venu casser le rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite, qui était rapprochement justifié par la crainte commune de l'Iran, et là, il va être difficile quand même pour les Saoudiens de poursuivre leurs avancées vers Israël. Oui, il me semble que ça va être difficile, et ça va être d'autant plus difficile que je ne vois pas les Saoudiens accepter aujourd'hui de laisser le leadership de la lutte
ou de la question de Jérusalem entre les mains d'un côté de l'Iran et de la Turquie. Parce qu'en fait, les deux puissances régionales qui aujourd'hui récupèrent la question de Jérusalem, ce sont les Turcs et les Iraniens qui veulent apparaître comme ceux qui vont défendre Jérusalem. Et je ne vois pas comment Riyad peut accepter cela, alors que Riyad est le protecteur des lieux saints, Médine et la Mecque, Jérusalem étant le troisième lieu saint. Donc je ne vois pas comment l'Arabie peut laisser ça entre les mains, non seulement de l'Iran, qui est son pire ennemi, mais aussi de la Turquie, qui est quand même un pays musulman, mais non arabe. Donc là, la réaction de s'est lié Trump... au Qatar récemment, après le blocus saoudien. Voilà, en installant la Turquie, ayant installé une base au Qatar en réaction justement à ce blocus. Donc, Trump, peut-être que les Saoudiens vont comprendre à la faveur de cette crise ou de cette situation, c'est qu'ils ont cru que les Américains allaient les soutenir, que leur plus fidèle allié, c'était les Américains. Ce qu'ils n'ont peut-être pas compris, c'est que Trump fait ce qu'il a envie de faire, quand il a envie de faire, selon ses intérêts de politique intérieure, mais qu'il n'en a rien à faire de la région, et que c'est pas parce qu'il a à un moment donné un feu vert qui a été compris comme tel, que ça veut dire que toute la politique américaine va être une politique en faveur des intérêts des Saoudiens. Et donc là, je pense que c'est la démonstration, finalement, que tout le monde devrait comprendre, c'est que Trump n'agit que pour ses propres intérêts. Alors ça peut s'exprimer de telle ou telle façon, mais il ne faut surtout pas imaginer que Trump a des alliés. Trump a des intérêts. Et donc, est-ce que ça pourrait, de quelle façon cela pourrait remettre en cause la relation, d'une part, entre Riyad et Washington, et puis également la relation entre Riyad et Tel Aviv, ou Jérusalem et Tel Aviv, l'idée que les Saoudiens auraient fait pression sur Mahmoud Abbas pour accepter la création d'un État un peu réduit palestinien en échange d'une aide économique pour que ce dossier-là soit clos. Est-ce que finalement, ils vont ne pas être rattrapés par la centralité, non pas tant de la question palestinienne que de la question de Jérusalem? Oui, moi je ne crois pas du tout à la capacité aujourd'hui de l'Arabie Saoudite de pouvoir exercer des pressions sur Mahmoud Abbas pour accepter un plan qui soit un plan en plus quand même très difficilement acceptable par les Palestiniens. Donc ça, il me semble là que la question de Jérusalem, et ça remet quand même la centralité de la question palestinienne, la question de Jérusalem, mais la question palestinienne rattrape finalement à chaque fois les acteurs de la région. Quand ils pensent que cette question c'est fini, qu'on n'en parle plus, il se passe quelque chose pour montrer que cette question demeure et restera une question centrale. Maintenant, la relation entre les Américains et l'Arabie va maintenir, parce qu'il y a quand même toujours cette obsession de l'Iran, et ça, quoi qu'il arrive pour l'instant, pour les Saoudiens, ça reste une obsession. Que pourrait faire l'Iran pour calmer cette peur? Parce que l'Iran n'a pas toujours eu un comportement tout à fait apaisant. Ils ont eux-mêmes leur politique. Quelles seraient les conditions d'un apaisement entre Riyad et Téhéran? Ben, ce serait que l'Iran soit moins présente, si je puis dire, sur un certain nombre de dossiers régionaux, ou en tous les cas soit moins active sur certains dossiers. On pourrait le voir au Liban, c'est le Hezbollah, ce qu'il a fait d'ailleurs aujourd'hui, parce que le Hezbollah finalement était tout à fait d'accord pour que le Hariri revienne, parce qu'il vaut mieux avoir comme un interlocuteur en face du Hezbollah un Hariri affaibli qu'un leader sunnite plus fort, avec tout ce que ça pourrait représenter. Mais si l'Iran se fait plus discrète sur le dossier libanais, à mon avis, ça peut quand même calmer le jeu. Il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite a perdu face à l'Iran sur le dossier syrien. Donc les conditions d'un règlement, d'une négociation sur le dossier syrien peut être aussi un signal adressé par l'Iran à l'Arabie Saoudite ou au clan sunnite d'une façon plus générale. Donc c'est sur des dossiers régionaux comme ça, je pense que l'Iran pourrait envoyer des signaux, si elle le souhaite, estimant qu'elle doit le faire. Mais est-ce qu'ils vont le faire, ou est-ce que on va être de nouveau confronté à cette tension entre les deux grands pays du Golfe? Est-ce que s'il y avait un pari à tenir de votre part, est-ce que vous pariez plutôt sur le maintien des tensions ou sur un rapprochement? Pour l'instant, je vois plutôt un maintien de la tension, parce qu'il y a trop de dossiers qui sont des dossiers importants pour l'un ou pour l'autre, et surtout un état finalement de faiblesse de l'Arabie Saoudite dans sa relation avec l'Iran, dans son incapacité aujourd'hui. Je vois l'Arabie, pour moi, Saoudite aujourd'hui est incapable de penser sa relation avec l'Iran, et étant incapable de penser cette relation avec l'Iran, finalement maintient cette tension, parce qu'elle ne sait pas aujourd'hui comment faire autrement. Donc il y aurait en fait une assez claire vision de ce qui doit être fait au niveau
niveau interne et un brouillard assez important pour ce qui doit être fait au niveau international. Oui, et est-ce que le prince peut tout faire en même temps? Je ne suis pas sûre. Finalement, peut-être que ça démontre aussi l'incapacité à pouvoir tout gérer en même temps, aussi bien sur la scène intérieure que sur la scène régionale et internationale, où on voit bien que finalement, les conditions sont très différentes et la gestion de cela est extrêmement différente. Merci Agnès Levallois, on y voit plus clair grâce à vous sur la politique de Mohamed Ben Salman, aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan international, et c'est quelque chose que l'on va suivre avec intérêt parce que l'affaire n'est loin d'être terminée. Merci Agnès Levallois. Merci.